Non, c'est ça. On va s'ajuster. Et on va avoir également donc, la présentation. Donc, M. Charon, la parole est à vous. Allez-y. Donc, notre directeur de l'urbanisme. Donc, on a invité, étant donné donc, l'ampleur là, de la désinformation qu'il y avait au dernier conseil, on voulait que vous ayez les réponses claires qui viennent directement de l'administration, puis pas seulement du politique. Merci. Mesdames, Messieurs, membres du conseil, collègues, ça me fait plaisir d'être ici pour présenter le projet du NES 3, le changement de zonage et parallèlement à ça, le PIA associé aussi au bâtiment. Dans un premier temps, je pense que je vais établir un peu l'objet de la demande initiale. Donc, c'est de modifier les limites de la zone HA 440 et la zone HC 437, en réalité qui bordent de part et d'autre le projet résidentiel. Si on ramène un peu l'exposé des faits, la modification vise à permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 74 logements, c'est-à-dire la troisième phase du projet NEST, qui s'est développé à l'intersection seigneuriale et de la rue Benoît. La présente modification, comme je le disais, est en lien avec un PIA pour le même site visé. Le lot également est constitué de terres. Les différents lots sont constitués de terrains atypiques. On va le voir tantôt sur la prochaine carte, de manière à ce qui vient délimiter la zone actuelle au niveau du plan de zonage. Par la suite, la majorité, vous allez le voir aussi, du NES 3, du bâtiment projeté, se situe à l'intérieur de la zone multifamiliale HC 437. Le fait de modifier ces limites de zone n'aura pas pour effet non plus de venir altérer le développement ou la construction de résidences unifamiliales en bordure du chemin de la Rabastalière ouest. De plus, le processus de consultation publique est visé en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et c'est une prérogative du conseil municipal, c'est une option que le conseil a de décréter une assemblée publique en vertu d'un PIA. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix qui est fait pour consulter la population à l'égard d'un projet qu'il qualifie de structurant, notre conseil municipal. La prochaine diapositive, comme vous pouvez le constater, illustre à la fois les lots détenus par le promoteur. Donc, on voit une série de lots, deux lots principaux qui forment un C inversé et deux autres lots qui sont en tireté rouge sur l'écran, par la figure de gauche. Et à ça est superposée également la limite de zonage de la zone HA 440 et la zone HC 437. On le voit bien là sur le plan à droite, la délimitation et les lots atypiques que je vous parlais tantôt qui émanent d'une autre époque d'urbanisation. Donc, l'objectif, je vais y revenir par la suite là, sur l'objectif de déplacer la ligne de propriété, mais je vais vous parler maintenant d'un élément essentiel dans le cadre de la réglementation d'urbanisme, c'est-à-dire toute la notion associée aux grilles de zonage. En réalité, ce sont les éléments qui sont adoptés par le Conseil et qui dictent les règles du jeu que doivent suivre les promoteurs pour développer un projet. Ce n'est pas un aspect discrétionnaire, contrairement au plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui, lui, analyse au mérite un projet. Ici, on parle de règles strictes, de règles précises, pour lesquelles un projet doit se conformer, doit atteindre un minimum ou un maximum selon le cas. Dans le cas présent, on a un projet autorisé de plein droit en vertu du règlement de zonage URB 2017 et de son plan d'urbanisme 2017 également, adopté en 2017. On n'a pas de changement de zonage requis pour autoriser un bâtiment multifamilial, donc l'usage est conforme. Lorsqu'on regarde les grilles des spécifications, on voit que le nombre d'étages maximum est établi à 4. Le nombre de logements maximal n'est pas indiqué. Le seul élément qui vient préciser, c'est un minimum de 4 unités. Par contre, comme je le disais précédemment, notre plan d'urbanisme à la ville de Saint-Bruno identifie que dans ce secteur spécifique, la densité minimale de logements prescrite est de 30 logements à l'hectare. Or,
il n'y a aucune disposition sur cette densité maximale qu'un projet doit présenter. À cet effet, si vous allez avec dans le tableau de la grille des spécifications, la dernière ligne où c'est écrit rapport, la ligne 39 et 40, elles sont vacantes dans le règlement de zonage actuellement en vigueur. De plus, on vient voir que le nombre d'étages est spécifié, c'est 4 étages, on a les marges applicables, etc., le nombre d'unités et la classe d'usage H3, qui est des habitations multifamiliales. Donc, il est possible d'autoriser de plein droit un projet sans dérogation mineure, de telle sorte que le Conseil n'aurait qu'à se préoccuper de l'approbation du règlement en vertu du PIA. Si on voit à la prochaine diapositive, une illustration d'un bâtiment autorisé de plein droit, on le voit actuellement. C'est un bâtiment qui est, comme on le disait tantôt, M. le maire le disait dans son préambule, à proximité de la voie ferrée, proximité du ruisseau. Les nuisances, rampe d'accès, par sa configuration, on veut éloigner, on l'éloigne, on ne peut pas l'éloigner réellement des habitations. On rentre dans le bâtiment immédiatement. La forme du bâtiment, à mon sens, comme urbaniste, n'est pas optimale pour le développement, bien qu'autorisée, bien que prescrite en vertu du règlement. L'enjeu de l'abattage d'arbres, d'une telle construction n'a pas été évalué, mais il y a quand même certainement un élément important. Mais pour ce qui est, pour moi, un élément fort, c'est tout l'enjeu associé au reboisement, au pourtour du site. Là, on voit un bâtiment en plan. Il faut quand même ajouter les projections des balcons à l'extérieur, etc., qui viennent aussi amplifier l'occupation ou la projection au sol. Vous comprendrez que lorsqu'on a reçu, nous, à la direction de l'urbanisme et de l'environnement, un projet de cette nature-là, bien, on a comme objectif de le bonifier. Un des mandats de la direction de l'urbanisme, outre l'émission des permis, c'est d'accompagner les gens pour créer des milieux de vie de qualité pour nos citoyens. On ne parle pas du promoteur, je parle au sens large. Moi, j'ai un but, c'est de m'assurer que les projets qui sont soumis au conseil municipal permettent d'intégrer le projet le plus possible dans son environnement, à la fois pour les résidents qui habitent au pourtour, mais aussi pour ceux qui vont y habiter. Lorsqu'on autorise un bâtiment, il est autorisé pour 60, 75 ans, voire 100 ans. Donc, la marque qu'on laisse, elle est pérenne. Et à cet égard-là, on a cette responsabilité d'offrir le meilleur cadre de vie à l'ensemble des Montarvillois à venir et actuels. L'autre élément que je veux vous présenter, c'est le volet environnemental. Je pense que Mme Ringuet en a parlé en préambule, toute l'importance que le Conseil apporte à la végétation. Lorsqu'on regarde, il y a eu une étude environnementale et une caractérisation des arbres sur la propriété. On voit évidemment la présence du ruisseau des Frères. On a la bande de protection riveraine qui est en vert foncé, une bande de 10 mètres. C'est à cet endroit-là qu'on retrouve les arbres les plus matures sur le site, les arbres qui offrent la plus grande canopée. De plus, au pourtour du site, on vient également voir des arbres d'intérêt. Ils sont identifiés par les points verts. J'ai identifié uniquement ceux situés à l'intérieur de la zone détenue par le promoteur, mais tout autour de ça se déploie aussi une ceinture verte. Les points rouges représentent les arbres qui doivent être abattus dans le cadre de la construction projetée pour l'immeuble. On parle de 8 arbres qui doivent être, qui ne pourront pas survivre, d'une part par leur localisation à l'intérieur de la zone des travaux ou au niveau de l'entrée charretière sur la rue Benoît. Donc, on minimise quand même l'effet, dans le fond, de l'abattage d'arbres, qui est déjà autorisé au règlement du zonage, comme je le disais, un règlement qui est normatif. Donc, c'est une règle du jeu qui est claire, qui est établie par le Conseil. L'autre élément, j'en parlais tantôt, la création d'un milieu de vie. J'ai l'opportunité ou la chance d'avoir une équipe derrière moi qui m'appuie et qui est de grande qualité et qui est capable de négocier et de proposer des projets intéressants, des projets qui, lors de la négociation, viennent bonifier ce qui est proposé. Donc, le projet qui a été soumis au Conseil, qui a été amené en consultation publique, éloigne des résidences
d'environ 40 mètres, là, on le voit la flèche, entre la résidence et l'implantation au sol du bâtiment du multifamilial. On vient également l'éloigner du boulevard C-Wilfrid-Laurier, de la voie ferrée, qui sont des contraintes importantes, des contraintes sonores, des contraintes de vibration aussi. On vient déplacer, on le voyait tantôt, la rampe d'accès qui était plus près des résidences. C'est important de voir ce déplacement-là, parce que tantôt, quand on parlait de consultation publique qui s'est tenue, c'est un des éléments. Donc, d'éloigner cette nuisance-là, sonore d'une part, parce que les rainures qui conduisent au stationnement souterrain ont un impact à tout moment de la journée. Création de zones de reboisement. Il y en a 3 zones qui sont identifiées. Il y en a une qui est illustrée dans la partie inférieure droite. Dans la partie supérieure au centre, un triangle, plus un 3e qui est identifié à l'extrémité droite du bâtiment, à proximité d'un bâtiment patrimonial qui est localisé sur le chemin de la Rabastalière. Autre élément, on parlait tantôt d'une bande de protection riveraine 10 mètres. Évidemment, c'est la loi sur la qualité de l'environnement là, qui la décrète, etc. Mais on vient mettre une bande de 3 mètres supplémentaires de non-construction. Il n'y a pas à l'intérieur de cette bande-là de balcon, quoi que ce soit. C'est une façon aussi de créer une distance avec le bâtiment lors des travaux, d'une part, parce que la machinerie n'empiète pas dans la bande de protection riveraine, ne vient pas, c'est principalement nos arbres les plus matures, comme je le disais tantôt, ne vient pas risquer de les endommager au moment de la construction, et ça permet d'avoir aussi une certaine fluidité autour du bâtiment, là. Et l'autre élément, quand on parle de création d'un milieu de vie de qualité, bien, c'est les aides d'agrément. Les aides d'agrément, les aides de détente des citoyens. Donc, en déplaçant le bâtiment vers le projet existant, le NES 1, phase 1 et phase 2, tel qu'illustré, on voit une partie du bâtiment qui est là, bien, ça nous permet de s'éloigner des résidences existantes, d'une part. Ça nous permet aussi d'avoir des aides d'agrément pour les futurs résidents, mais de dégager des bandes tampons avec les résidences existantes situées au pourtour du site, en plus de fournir du reboisement. Donc, suivant cette amélioration que je considère notable, on est venu proposer une modification de la limite de zone de façon à travailler des lignes beaucoup plus droites pour mieux définir les espaces, se mettre en retrait. Par rapport à l'usage, ça c'est, je le dis, là, ajustement requis au niveau des zones versus un plan autorisé de plein droit qui respecte les zones, le vieux lotissement, mais qui n'atteint pas, à mon sens, la qualité d'environnement pour lequel on s'attend à Saint-Bruno pour nos parcs immobiliers. Donc, si je reviens également sur la modification de la zone, la modification de zonage, c'est la partie qui est illustrée en vert sur le plan. Cette partie-là appartient au promoteur. C'est exclusivement à l'intérieur des limites de la propriété du propriétaire actuel du terrain. Ça ne compromet pas, comme je le disais tantôt, la mise en place de résidences unifamiliales sur le chemin de la Rabastalière. Au contraire, on vient créer des lots beaucoup plus standards pour lesquels il y a beaucoup moins de pertes d'espace. On a des aménagements au pourtour qui sont favorisés, qui peuvent être mis en place. Donc, à cet égard-là, je pense qu'on arrive avec quelque chose d'intéressant. Ce qui est important de savoir, c'est la réglementation en urbanisme évolue. Les projets évoluent, une ville, ça évolue, puis les besoins aussi. Et à l'heure où on est dans une crise du logement, on veut améliorer nos sites. Il ne faut pas le faire à n'importe quel prix, puis il ne faut pas mettre de côté la qualité des milieux existants, milieux à venir. Je pense que de faire une modification de zonage dans un cadre comme ça, où on est venu bonifier un projet, bien, c'est tout à fait, à mon sens, acceptable. C'est pour ça qu'on fait la recommandation au Conseil. Le CCU était du même avis que nous. Ça a pour effet, je pense, de considérablement modifier la structure d'un projet autorisé de plein droit qui n'atteint pas les objectifs et les attentes d'un projet à Saint-Bruno en 2026.
Maintenant, je vais me permettre de revenir un peu sur l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 15 février dernier. C'est une consultation en 2 étapes. La première, c'était des kiosques, une formule un peu porte ouverte, où il y avait 4 kiosques présentés. Donc, on exposait avec de mes employés, on présentait les modifications de zonage, l'implantation, la volumétrie, l'architecture et les objectifs du PIA. Après ça, on venait parler des aménagements paysagers en lien également avec notre règlement sur les PIA. Et finalement, le promoteur pouvait aussi répondre à certaines questions de la part des citoyens qui étaient présents. À cet égard, il y en avait 16 personnes présentes à l'Assemblée publique de consultation. Une fois cette période terminée, cette heure de discussion, d'échange libre, c'est une période de consultation publique prévue par la loi, donc présentation du PIA, présentation du règlement de zonage amendant la zone, déplacer les limites de zone. On n'a pas modifié d'auteur, on n'a pas modifié de marge, c'est simplement la délimitation de la zone qu'on est venu travailler. Et les éléments, dans le fond, les plus notables qui sortent de là, les commentaires qui sont venus de la part des citoyens, au niveau du NES 3, c'était des enjeux liés principalement au niveau des cases de stationnement visiteurs, d'avoir la notion de reboisement au pourtour des zones d'agrément, de détente des résidences déjà existantes, donc de se créer une zone tampon supplémentaire pour ne pas avoir systématiquement voir le stationnement, les fondations ou le bâtiment. Donc, c'est une préoccupation qui a été amenée, qu'on répond, je pense, par la création ou le reboisement. Et il y a eu 4 autres interventions qui ont été faites, qu'on peut résumer des interventions ou des préoccupations citoyennes à l'égard du domaine public. Ces interventions-là visaient principalement le stationnement incitatif, dans le fond, les débordements lorsque le stationnement est plein et qu'il n'y a plus d'espace pour les résidents, et également toute la qualité des aménagements en place au pourtour, dans le fond, du chemin de la rue Benoît puis du chemin de la Rabastalière pour notre mobilité active. Il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait actuellement parce que les travaux sont en cours. On ne veut pas refaire une rue puis amener du camionnage là, etc., puis impacter nos infrastructures. Mais je pense que les éléments qui ont été soulevés en consultation publique vont être relayés aux directions concernées pour éventuellement là, les adresser, que ce soit à la direction des travaux publics ou à la direction du génie. L'autre période de questions ou l'autre commentaire, il était plus inhérent au règlement de zonage. Je pense qu'on est plus dans une appréciation liée à des commentaires. Un des éléments qui a été amené, c'était dans le fond que le citoyen ou la citoyenne, dans le fond, souhaitait avoir un refus de ce projet-là. Parce que, dans le fond, les dimensions, le bâtiment, tout ça devait être revu à la baisse pour mieux s'intégrer aux cases bâties. C'est une opinion qui a été formulée. On parlait également que les terrains vacants ne soient pas développés ou doivent être maintenus boisés à Saint-Bruno. L'autre élément, c'était de limiter le développement pour maintenir la qualité de service et finalement de limiter le développement afin de ne pas dénaturer la ville. Donc, c'était davantage des commentaires que des éléments en lien proprement dit avec l'objet premier là, de la consultation. Ils ont été pris en considération, ils ont été transmis aux élus. Or, depuis cette consultation-là, il y a eu quand même une évolution du projet. Donc, comme je le disais, on est venu ajouter une bande supplémentaire de reboisement. On le voit dans le cercle vert dans la partie supérieure, à proximité des résidences. Donc, de 3 zones de reboisement, on passe à 4. C'est une proposition qu'on fait au conseil municipal. La mise en place d'une clôture beaucoup plus opaque pour venir délimiter puis faire une ségrégation entre l'usage résidentiel et l'usage d'habitation multifamiliale. Il y a eu également, à la demande d'une élue lors de la commission d'aménagement d'infrastructures et de mobilité, de voir la faisabilité d'avoir du logement abordable. Donc, le promoteur est prêt à faire 10 % de logements abordables en fonction de la CHL, des différents critères d'abordabilité, c'est-à-dire des loyers égaux ou inférieurs à 30 % du revenu médian dans le secteur visé. Donc, c'est des gains substantiels également là, pour les futurs résidents. Donc, ceci clôt ma présentation. J'espère que ça vous a permis d'avoir un éclairage nouveau sur
ce projet-là qui est proposé au Conseil. Merci infiniment, M. Charron. En fait, on voit là que vraiment, vous avez fait du beau travail, que le CCE a fait du beau travail, puis qu'on transforme un projet qui était assez mal foutu, autorisé de plein droit par le plan d'urbanisme de l'ancienne administration, en projet qui est pas mal plus potable là, pour le voisin. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, ça a été juste de moi, on l'aurait passé dans notre règlement il y a 3 ans, puis ça arrêtait à 2 étages, mais on n'a pas pu le faire. On fait le meilleur avec ce qu'on a actuellement. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, je voulais que l'urbaniste vienne ici pour sortir la dimension politique. Tu sais, on le sait, des fois, là, les projets, tout ça, il y a du politique, ça l'échauffe les esprits. Puis, on a été à l'écoute. Tu sais, on a fait une consultation qu'on aurait pu ne pas faire. Après ça, quand vous êtes venus nous voir au dernier conseil, on a reporté le temps de vraiment s'assurer que tout était beau. On a fait nos devoirs, toute l'équipe a regardé ça, puis tu sais, vraiment, là, on voit que c'est pas mal mieux. Mais je remercie les citoyens qui sont venus. Il y en a qui ne sont pas venus au conseil, qui sont venus personnellement me parler, me rencontrer. Je les remercie également. Puis ça a permis d'amener des modifications, là, dont le 10% de logement abordable, c'est quand même pas rien. C'est 10 familles qui vont profiter en fait, d'un loyer là, égal ou inférieur à 30% du revenu médian. C'est quand même, ça change des vies. Là. Et on regardera si on ne peut pas s'assurer aussi que ce soit des Montarvillois qui en profitent. En tout cas, on s'arrangera. Là. Je pense que ça serait le fun que ce soit des gens qui viennent de Saint-Bruno qui aient préséance sur ces logements-là.